Paris. Célébration de la JMCA 2024, Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante au siège de l'UNESCO. Sur la proposition du président fondateur du RAPEC, M. John Haïté Dossavi, la JMCA, proclamée par les 193 États membres de l'UNESCO, est une grande fierté pour les partenaires, les membres et les sympathisants de l'ONG RAPEC. Un acte historique également pour les autorités traditionnelles africaines de célébrer officiellement les us et coutumes, leurs valeurs et traditions tous les 24 janvier sur le plan continental et international. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, une date symbolique est universellement instituée pour que tous les peuples puissent se retrouver en communion chaque année. Cette année, la cérémonie officielle a eu lieu le 23 janvier 2024 au siège de l'UNESCO à Paris. Une autre rencontre s'est tenue à Paris 13e au siège de la télévision de Feu Amobé Mébégué, avec la participation de passionnés de l'Afrique qui ont célébré la culture africaine à travers le monde sous toutes ses formes, à savoir expositions de peinture, photographie, objets artisanaux, performances musicales et théâtrales, lecture de poèmes en public, émissions audiovisuelles, etc. C'est pour les cultures africaines, mais pas seulement sur le continent africain, partout à travers le monde, puisque nous savons, nous vivons, à quel point les cultures africaines et afrodescendantes laissent une empreinte mondiale qui tisse quotidiennement des liens culturels profonds à travers le globe. Je pense bien sûr au rythme et cadences de la rumba, aussi bien congolaise que cubaine, qui se dansent des deux côtés de l'Atlantique et qui inspirent bien au-delà des musiciens du monde entier et que nous avons eu le plaisir d'accueillir dans nos listes du patrimoine immatériel. Je voudrais, à cet égard, sur le sujet de l'afro-descendance et des influences des cultures africaines à travers le monde, saluer l'initiative du groupe de travail Culture du G20, actuellement sous présidence brésilienne, qui a intégré parmi ses priorités la promotion des cultures afrodescendantes dans son programme de travail. Et en la matière, bien sûr, comme bien d'autres, la présidence brésilienne du G20 peut compter sur l'UNESCO. C'est d'ailleurs au Brésil, lors du Forum mondial contre le racisme et la discrimination en novembre dernier, que nous avons poursuivi notre aventure que vous connaissez tous, l'histoire générale de l'Afrique, en présentant le nouveau volume consacré justement aux diasporas africaines et qui retrace leur trajectoire plurielle, complexe et parfois douloureuse. Donc voilà, nous sommes réunis ici pour une occasion qui est à la fois la mise en valeur des cultures africaines, des afrodescendances, mais plus profondément celle de la contribution de ces cultures au patrimoine universel, au patrimoine du monde. Et je suis un fils d'Afrique, dont le hasard a fait qu'il est né sur une terre qu'on appelle le Togo. En 1986, dans les discussions à bâton rompu avec mes amis, je me disais que notre peuple est éparpillé dans le monde. Qu'est-ce qui nous lie? Y a-t-il un jour qui nous sert de référence? Quel est le symbole qui nous lie? Dans cette discussion, je disais, j'espère qu'un jour, nous aurons une journée pour célébrer nos valeurs, nos traditions, nos us et coutumes. Au-delà de ça, je me suis dit, mais l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout le monde en parle. Pourquoi il n'y a pas un jour dans l'année où l'humanité tout entière rend hommage à l'Afrique, notre berceau commun? Jamais je ne pourrais imaginer que ça allait tomber sur moi. Mais vraiment, on vient de très loin. Je veux ici dire merci à l'UNESCO, à tous les groupes de l'UNESCO dont je vous demande d'ovationner tous les groupes de l'UNESCO. Le premier d'entre eux, son Excellence Madame
Audrey Azoulay. Je voudrais faire mention spéciale au Togo, à sa tête, son Excellence Faure Gnassingbé. Pourquoi? En 2016, nous avons lancé officiellement la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Nous avons eu l'honneur attentif des plus hautes autorités du Togo, à sa tête, son Excellence professeur Robert Doucet. Madame la Présidente de la Conférence Générale, Madame la Présidente du Conseil exécutif de l'UNESCO, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, délégués permanents de nos différents États auprès de l'UNESCO, Monsieur le Président du RAPEC, cher ami John Dousavi, chers frères et sœurs des diasporas africaines et afro-descendantes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, un grand sage africain bien connu disait: la diversité des hommes, des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde. Tout comme vous le saviez, la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs. Malheureusement, il n'y a pas de tapis ici, donc vous n'allez pas bien voir. Vous avez tous un tapis. Je voudrais ici, au nom du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, dire merci à l'UNESCO, merci à vous tous et toutes d'avoir continué de rappeler au monde par de pareils événements que la diversité humaine n'est pas incompatible avec l'unité humaine, que l'humanité est une, mais se réalise à travers une diversité de cultures. Les peuples ont eu différents rapports au monde et la culture lie les rapports spécifiques des peuples au monde. Bonjour l'Afrique, depuis Paris 7e à l'UNESCO, nous sommes aujourd'hui à une journée culturelle africaine, je pense, qui a été initiée par le Togo, je crois. Donc moi je suis ivoirienne, je fais partie de ceux qui font la promotion de la culture africaine, de l'Afrique surtout, de notre identité culturelle et tout. Là où on parle d'Afrique, d'identité, moi je suis toujours là. Donc, la GMCA représente pour nous, pour l'Afrique tout entière, une journée spéciale, une journée culturelle, de partage, de communion, d'union, de transformation et de parité en même temps, on va dire, dans nos cultures, d'échanges interculturels. La GMCA, c'est la journée mondiale, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la GMCA, c'est la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Je m'appelle Armel Oyama, je suis écrivain, essayiste, biographe gabonais. Et je viens ici pour la première fois assister à cette journée. Pour moi, cette journée elle est vraiment importante parce qu'elle permet de mettre en valeur la culture non seulement africaine, mais aussi afro-descendante. Elle permet aussi que tous les écrivains, tous les auteurs d'horizons différents puissent se retrouver pour partager ce qu'ils ont en commun. Bonjour, mais quel honneur, c'est avec plaisir que je suis partie de chez moi depuis ce matin à 5 h de Angers, malgré le retard, eh ben, je suis là depuis ce matin. Ébahi, ravi d'être et puis honoré d'être invité par le président, M. John Dousavi. Voilà. J'ai été invitée par l'organisateur et j'en étais ravie de voir que pour la première fois depuis l'indépendance, que l'UNESCO accepte un événement aussi grandiose sur l'Afrique et l'afrodescendant. Et j'en suis très fière de cette organisation.
Bien, la GMCA, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendant, c'est la culture africaine. C'est l'origine du monde, en fait, on va dire, qu'on met en valeur, qu'il ne faut pas oublier parce que c'est de là où on vient tous. Alors, on sait très bien comment le monde est aujourd'hui, où il faut toujours s'imposer, il faut se mettre au devant. Alors, la GMCA le permet. Bonjour, je suis Cyprien Nguessan. De formation initiale, je suis ingénieur en mécanique modélisation 3D avant de faire une reconversion dans l'informatique. Aujourd'hui, cette journée représente beaucoup pour moi parce que pour quelqu'un qui a déjà vu ce genre d'événements aux États-Unis, j'ai été très content que ces événements commencent aujourd'hui ici. Par exemple, aux États-Unis, on a eu l'habitude de voir le mois de février qui a été le mois culturel des Afro-descendants. Et comme par curiosité, j'ai suivi les Afro-descendants aux États-Unis, en Angleterre, aujourd'hui c'est une belle opportunité pour moi de les suivre aussi en France. C'est important, je trouve que c'est quelque chose quand même de très intéressant, le fait de réunir pas mal de pays d'Afrique, et voilà, de soutenir et de pouvoir monter au plus haut possible, c'est ce qui nous importe en fait. Clairement. Et vous êtes originaire de la Guadeloupe? La Guadeloupe et de la Côte d'Ivoire. Voilà. Du coup, afro, vraiment le pont. Exactement. Surtout c'est important, en ce moment il y a la CAN, donc en plus tout est axé sur l'Afrique en ce moment, franchement c'est le top en fait. C'est le but de montrer. Là où on voit l'Afrique, elle grandit, et on ne peut pas proposer sur l'Afrique, encore moins sur la Côte d'Ivoire. Exactement. D'abord, en venant ici, j'étais très fier. Et puis, c'est une joie immense parce que nous avons toujours quelque chose à donner au monde. Et cette rencontre est une rencontre importante pour tous les Noirs du monde parce que c'est une journée qui date. Vous savez, lorsque John a décidé de créer cette initiative, il a essayé de parler à plusieurs personnalités africaines. J'étais parmi les personnes qui l'ont rejoint dans cette initiative et que fêter cet anniversaire à sa 3e ou 4e édition, je suis très heureux. Je suis venu aujourd'hui à Genève et je suis heureux d'être là pour fêter ça avec la communauté africaine. L'Afrique a beaucoup à apporter au monde et nous devons continuer à apporter au monde. Bonjour, je m'appelle Courtoum Moussako, je suis adjointe au maire à la ville de Berapédié en charge de la politique de la ville, l'économie sociale et solidaire notamment. Et aujourd'hui, participer à une telle manifestation, c'est un rappel par la diversité que nous représentons en ce territoire et les racines que nous essayons de cultiver pour que nos identités ne se perdent pas à travers nos migrations. Et c'est bien à rappeler d'où nous venons parce que toute cette histoire-là fait la force que nous avons aujourd'hui. Et c'est beau de voir toute l'afro-descendante se réunir autour d'un bel événement pour commémorer notre identité, sans oublier bien entendu le fait que nous appartenons à cette belle république qui est la France, mais on peut assumer nos binationalités sans contradiction. Alors aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2024 et j'ai eu le plaisir d'être invitée pour la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Donc j'ai répondu présente, tout naturellement. J'ai été invitée par Alassane Camara et j'ai été également invitée par Simplice, que je n'ai plus à présenter, qui fait partie également du groupe RAPEC et la radio Fréquence Paris Pluriel. Voilà. Alors, que représente cette journée pour toi? Alors pour moi c'est une journée qui représente beaucoup dans le sens où déjà je suis afro-descendante, originaire des Antilles et le fait même de mélanger la culture donc africaine et la culture afro-descendante, c'est déjà un plus. Et ce que j'ai retenu en fait de cette journée, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule culture. En fait, il y a plusieurs cultures différentes. Et en fait, toutes ces cultures justement s'embriquent et ne forment qu'une seule journée à l'occasion justement de cette journée mondiale pour la culture afro-descendante et africaine. Alors moi j'appelle Dagrassa Moubengo, déjà premièrement un mixte de deux cultures. Voilà, moi je suis née au Congo et j'ai grandi en France, mais c'est très pertinent pour moi d'avoir ces journées-là parce que ça nous permet aussi de nous reconnecter avec ce qu'on appelle notre terre. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on est français, mais on est avant tout africain. Et ça c'est important d'avoir aussi des temps qui nous célèbrent, des moments où on peut se remémorer finalement qui nous sommes. Voilà. Donc, je suis très contente que ce genre d'événement existe, que notamment le précurseur s'est battu pour ça, parce que c'est important pour nous, surtout en tant qu'afro-descendants. À l'UNESCO, on nous a dit qu'il y avait l'Afrique.
panafricanité, mais nous savons aussi qu'il y a le panafricanisme. Quelle est la différence entre l'africanité de Senghor et de tous les et le panafricanisme de Lumumba, etc. Quelle est la différence? Si nous sommes divisés déjà sur ce thème, l'Occident a réussi. On est divisé comme d'habitude. Alors c'est un événement qui est vraiment nécessaire, dans lequel nous les Africains on peut se réunir, se sentir en communauté, échanger et vraiment échanger sur nos cultures. Aujourd'hui par exemple j'ai eu l'occasion d'aller sur le stand du Soudan, goûter des boissons, il y a eu des animations, des danseuses du Burundi et vraiment ça nous fait du bien, c'est des événements dont on a besoin pour les personnes qui sont ici à Paris qui n'ont pas forcément l'opportunité d'aller sur le continent. C'est un très bon événement et j'espère qu'il sera renouvelé. Je suis Tamara Menyembo, je suis la fondatrice du cabinet Menyembo & Partners. C'est un cabinet d'avocats et de relations publiques. Donc je suis aujourd'hui durant cet événement pour célébrer la culture africaine. Hello, ici Mémé Africa, promotrice des salons et nuits des entrepreneurs dans les pavillons de salon au Chute des Champs-Élysées. Un plaisir pour moi ce soir pour ces grands événements qu'organisait l'UNESCO en faveur du Togo. Donc voilà. La journée mondiale de la culture africaine. La journée mondiale, oui, il faut préciser que c'est la journée mondiale de la culture africaine. Donc il y a eu des grands panélistes, des grands conférenciers ici pour l'avantage de l'Afrique. Donc des événements comme ceux-ci sont des événements instructifs et on espère que ce sera ainsi régulièrement. L'UNESCO est notre grande maison mère de la culture et j'ai une grande estime pour cette maison. Je suis tombé épris de cette maison quand j'ai découvert leur histoire par rapport aux écrivains. Alors, il y a 3 écrivains de l'époque qui sont décédés le même jour. Il y avait William Shakespeare, Garcilaso de la Vegas et Miguel de Cervantes. Ces 3 grands auteurs de l'époque, du XVIIe siècle, sont décédés le même jour, c'est le 24 avril 1616. Et depuis cette date, l'UNESCO a choisi cette date comme journée mondiale du livre pour rendre hommage à ces grands auteurs. Donc si bien que cette maison, quand j'ai découvert cette histoire, j'ai été épris d'elle et j'ai aimé cette maison à la suite de ça. Bonjour, je vous remercie de m'accorder ce moment où je me présente en tant qu'autrice et ce moment où aussi je permets aux autres de connaître mon œuvre, qui est un guide de développement personnel. Le but de ce livre qui est là. Donc ce sont les milliers de questions que tout le monde se pose. Je l'ai écrit afin de permettre à chacun d'avoir son moment introspectif. Le moment où on va dans la profondeur de la connaissance de nous-mêmes. Parce que moi je crois beaucoup au fait de pouvoir léguer un héritage. Et je pense que chacun de nous, avant de partir de cette terre, a besoin de léguer un héritage. Mais pour léguer cet héritage, nous devons savoir qu'allons léguer. Parce que ce que nous devons léguer doit émaner, doit être profond en fait, doit émaner de ce qu'il y a de plus important pour nous. Et voilà pourquoi il est important de se connaître, de se respecter, de nous estimer et d'estimer également ce que nous avons
à offrir aux autres. Bonjour et merci de cette opportunité que vous me donnez de présenter cet essai que j'ai commis et qui s'intitule « Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseil aux parents ». Mon parcours de vie ou de formation ne conduisait pas naturellement à écrire ce livre. Je suis juriste de formation et j'ai été amenée à écrire ce livre quand je suis devenue maman et que j'ai été interpellée par les questionnements de mes filles dans lesquels j'ai décelé un certain nombre de difficultés identitaires dans l'acceptation de leur patrimoine négro-africain. Et ayant eu la chance de vivre dans la maison du professeur Adolphe Nzokanga, qui était linguiste, et pour qui la valorisation de notre patrimoine linguistique était une mission de vie, il a pu me transmettre le sens de la valeur de notre identité. Et voyant mes enfants réagir de cette façon, j'ai voulu réfléchir aux mécanismes qui font que nos enfants qui vivent en Europe, dans un monde eurocentrique, développent des complexes d'infériorité. Et j'ai été amenée à réfléchir évidemment à l'environnement eurocentrique dans lequel nous vivons, mais aussi à nos propres mécanismes, nos pensées, nos valeurs que nous avons intégrées à cause de l'esclavage et de la colonisation et qui nous amènent, malgré nous, à transmettre à nos enfants des éléments qui les conduisent à se dévaloriser. J'ai abordé beaucoup de thématiques dans ce livre, des thématiques qui sont tabous, parce que nous vivons dans un monde dans lequel l'universalisme est valorisé, dans lequel on nous fait croire que les cultures négro-africaines sont appréciées, etc., alors que la réalité n'est pas cela. C'est Antiteka, présidente de la première maison d'édition de livres audio de la Caraïbe. Je tiens déjà à remercier Alassane Camara pour cette invitation, parce que lorsqu'on parle de Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, et quand on vient de la Guadeloupe, forcément cette notion d'afrodescendance, elle est inscrite dans nos gènes, elle est inscrite dans notre histoire. Alors, la maison d'édition Une Voix et une Histoire, effectivement, c'est une maison d'édition spécialisée dans le livre audio. Elle met en voix la littérature caribéenne, mais la littérature caribéenne, c'est quoi? C'est effectivement la littérature de nos territoires, mais pas seulement, parce que la Caraïbe, c'est le carrefour de plusieurs continents, de l'Afrique, de l'Inde, des Amériques, de l'Asie. Donc il était important, en tout cas, de pouvoir retrouver ces littératures que l'Europe aime appeler minoritaires, sauf que lorsqu'on est sur notre continent, on sait très bien que nous ne sommes pas minoritaires. Donc c'était la volonté de rendre hommage à ces auteurs qui ont fait l'histoire, à ces auteurs qui continuent de faire l'histoire, hein, et il n'y a qu'à voir aujourd'hui les auteurs qui sont présents. Nous n'avons jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Alors cessons de dire que si on veut cacher quelque chose à l'Africain, on est dans le livre. L'Africain lit, et il lit, et il écrit. Très bien. Merci beaucoup. J'ai grandi en Afrique, je suis arrivé en Afrique, moi en Côte d'Ivoire, en juillet 1950, ça ne rajeunit pas. Et jusqu'à 2011, j'ai pratiquement vécu 40 ans en Côte d'Ivoire. Et j'ai aujourd'hui la nationalité ivoirienne, en plus de la nationalité française. J'ai écrit plusieurs livres sur la Côte d'Ivoire. Le précédent, qui n'est pas là, était surtout centré sur le monsieur qui avait été installé en 2011 par essentiellement l'action de Nicolas Sarkozy. Et ensuite, à la fin du procès de Laurent Gbagbo à La Haye, que j'ai suivi au jour le jour, j'ai écrit un livre pour expliquer qui était vraiment Laurent Gbagbo, et à travers l'histoire du procès, c'était l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et juste, je vais vous lire une page et demie de ce livre qui, à mon avis, résume bien la nature du président Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo l'a dit clairement dans son adresse à la Cour pénale internationale le dernier jour des audiences de février 2013. L'Afrique a besoin de la démocratie d'abord pour elle-même et pas pour satisfaire une quelconque volonté des Européens ou des Américains. Quand Alassane m'a envoyé l'invitation avec le thème, donc je voulais d'abord faire un texte et puis tout d'un coup, l'inspiration. J'ai
fait un recueil de 23 poèmes pour dire ce que je pense d'Afrique et pour parler de l'Afrique. Donc l'intitulé du recueil, c'est « Afrique, je t'aime ». Donc, sœur Rosemary, là, je vais lire le poème « Afrique, tu es les yeux ». Afrique, regarde, vois, observe, car tu es les yeux. Tu es les yeux de cet enfant qui pleure parce qu'il ne peut pas aller à l'école. Afrique, regarde, vois, observe, car tu es cette femme qui ferme les yeux pour ne pas voir le mal qu'on lui fait. Afrique, regarde, vois, observe, car tu es cette jeune fille qui ferme les yeux pour ne pas voir celui qui la viole avec cruauté. Afrique, regarde, vois, observe, tu es cet homme qui doit ouvrir les yeux pour dire la vérité. Je m'appelle Ivan Moussou, de père et de mère gynécologue. J'ai toujours été intéressée pour lever le tabou concernant les premières règles. Pour moi, c'est un sujet qui mérite beaucoup d'attention, à savoir, premièrement, que le sang des règles n'est ni un sang sale, ni un sang impur, mais au contraire une réelle énergie de vie. Donc j'ai écrit un livret qui s'intitule « Mon livret premières règles ». Ce livret se divise en deux parties. Donc on a notre univers pédagogique, pédagogique et préventif, qui va parler des premières règles concernant les filles. Il faut savoir qu'en Afrique, c'est un sujet qui est réellement tabou et qui emmène même au décrochage scolaire. Selon l'UNESCO, une fille sur 10 ne va pas à l'école pendant sa période de menstruation, ce qui représente un chiffre énorme, sachant qu'en Afrique subsaharienne, il y a 54 pays. Donc on arrive à 54 millions de jeunes filles qui ne vont pas à l'école, et cela est une perte énorme pour l'Afrique. Ensuite, je parle aussi de la précarité menstruelle. La précarité menstruelle, c'est la difficulté des jeunes filles et des femmes à s'acheter des protections hygiéniques. Donc je propose aussi des serviettes hygiéniques réutilisables pour ces femmes-là, pour pouvoir vivre leurs règles vraiment dans une dignité. Ay loco, silué, loco, silué, loco miwao, je vous salue, je vous remercie, Monsieur Camara et toute l'équipe de Ibis News et pour la journée JMCA. C'est un plaisir. Et je suis pas afro-descendante, je suis africaine à 100%. Parce que Haïti n'a jamais oublié l'Afrique. Alors, voilà l'Africaine qui vous parle. Je m'appelle Ferdi Ajax. Je suis née à Port-au-Prince, de parents Jacques Mélienne et Léo Galet. Voilà. Et je suis poète. Je suis essayiste, je suis romancière, mais moi je dirais je suis une femme de mots, j'aime les mots, et j'aime parler, j'aime lire, voilà. Et j'ai écrit au Paradis des Ténèbres, au nom de la liberté, ça c'était pour les 200 ans de la libération d'Haïti, avec les forces, les bras, les noirs, les solides, les vaillants. Et puis j'ai écrit aussi Miroir face à face. J'ai écrit Mon Marteau Blues, mais vous allez comprendre pourquoi je vais vous parler de Mon Marteau Blues. C'est mon calvaire à Paris et mon bonheur aussi à Paris, le Saint de Paradoxe. Voilà, et j'ai 2 romans. Et la venue sur Rose Muscade, qui parle d'une femme violée qui s'est battue, qui parle, parce que j'ai dit le mutisme des femmes, c'est un problème, on doit parler. C'est notre arme, la parole. Et le 2e roman, c'est une femme bafouée
toujours trompée, mais c'est la femme debout, jamais à genoux. Voilà. Je suis Agathe Kaboré, je suis du Burkina Faso et je suis auteure de 26 livres. Tous mes livres sont sur Amazon. J'ai aussi la maison d'édition qui s'appelle les éditions Yelenga. Et 26 livres parce que j'ai écrit une série de 16 livres sur 16 thèmes de proclamation en utilisant la puissance de la parole pour changer la vie et changer aussi tout autour de soi avec la parole biblique qui dit bien que le pouvoir de la vie et de la mort est au bout de la langue. Donc c'est par cet pouvoir-là que nous pouvons transformer comme nous pouvons aussi détruire. Et j'ai les autres ouvrages qui sont des essais de développement personnel, dont l'art de la reprogrammation mentale, ton talent, la mine d'or, qui suis un livre qui est profond et qui demande un travail personnel pour se découvrir, savoir pourquoi nous sommes là, quelle est la raison, qu'est-ce que nous avons de si particulier, et aussi avoir confiance en soi pour mieux utiliser ce don-là, ce potentiel que nous avons travaillé pour qu'il sorte, il devienne un talent et que nous le présentons au monde entier. Donc, moi j'aimerais vous parler de leadership parce que nous sommes dans un monde où les choses évoluent très vite. Et si nous ne levons pas avec des idées innovatrices, des stratégies et des plans, nous allons nous retrouver à la ramasse. Et j'aimerais bien m'adresser surtout à la jeunesse africaine et aussi nos dirigeants. Le leadership ne veut pas dire que nous sommes là juste pour diriger, mais nous avons besoin d'avoir des compétences, des formations continues, nous développer mentalement, spirituellement et aussi par nos comportements pour mieux diriger par exemple la population si nous sommes en politique, aussi diriger nos équipes si nous sommes des entrepreneurs, ou carrément diriger aussi, parce que le foyer, c'est pas une mince affaire, hein. Il faut du leadership pour réussir en couple aussi. Donc nous avons besoin de construire ce côté, ce leader qui en nous plutôt, ce côté leadership en nous, pour réussir nos activités, réussir nos familles, réussir tout ce que nous entreprenons. Je suis Pacom Ample Monteverde Kwasi, expert en exploration et production pétrolière et gazière de l'Institut français du pétrole de Paris, diplômé en relations internationales de l'Université de Bâle en Suisse. Je suis un acteur politique de développement précisément. Je réside en Alsace, précisément à Mulhouse. Je viens de la Côte d'Ivoire, passionné de littérature depuis l'enfance. J'ai été influencé surtout par Léopold Sédar Senghor. J'aborde tous les genres littéraires, la poésie, le roman, la dramaturgie, qui revient au théâtre et tout. Je suis auteur de 3 livres à succès, dont le 3e, Oracle des temps, la connaissance au bout des lettres. C'est un livre de la philosophie des connaissances. Et ça a été édité à Londres par Maribo Foundation, préfacé par Valérie Heller, qui est une enseignante de langue allemande de l'Université de Haute-Alsace de Mulhouse. Et il y a un constat, c'est que dans nos sociétés, il y a une véritable plaie qui décime l'humanité, c'est l'ignorance. L'ignorance, malheureusement, n'est pas une excuse, mais la seule chose pour détruire l'ignorance, c'est la connaissance. Et la connaissance, à travers ce livre, je montre les voies pour mieux la combattre. Je m'appelle Soubiquet, je vous remercie de votre invitation à cette manifestation culturelle africaine. Donc, je suis l'auteur de ce roman qui s'intitule La prisonnière sans étoile. On parle de plus en plus, et heureusement, des tirailleurs africains qui sont morts sur le front pendant les guerres mondiales. Mais on ne parle pas, malheureusement, encore assez, voire pas du tout,
des Noirs qui ont souffert dans les camps nazis. Donc à travers le roman, on peut parcourir une dérévélation d'un jeune homme qui s'appelle Sylvestre, qui est un Togolais et qui quitte son pays natal dans les années 30 pour pouvoir poursuivre ses études dans un premier temps aux États-Unis, parce que le Togo ne pouvait pas donner suffisamment d'infrastructures pour faire des études de médecine. Il va donc à Chicago, dans une université interraciale. Tout cela, ça donne très bien, mais c'était sans compter sur la ségrégation dont il souffre. Et il souffre donc du regard des Blancs sur lui, mais aussi du racisme un peu caché de ses pères noirs, américains, qui se posent des questions quant à son passé, quant à ses frères africains qui ont peut-être vendu leurs frères noirs pour les envoyer aux États-Unis. En plus de cela, donc vraiment déçu de l'ambiance aux États-Unis, Sylvestre décide de prendre le bateau. Et là, il va à Paris, à l'instar de Joséphine Leclerc, qui avait deux amours, son pays et Paris. Et bien donc, Sylvestre va donc à Paris, il poursuit ses études, il est tombé éperdument amoureux d'une jeune Allemande, un amour interdit, bien entendu, un amour caché. Mais c'était sans compter sur l'occupation des nazis. Et les nazis, donc un jour, vont l'incarcérer. Et Sylvestre va être incarcéré à Auschwitz. Si vous voulez en savoir plus, il faudra donc lire la suite de mon roman, Un prisonnier sans étoile. Une belle histoire où le racisme, l'intolérance, mais aussi l'amour et la fraternité règnent en grand maître. Une journée mondiale est née. Elle servira désormais de passerelle entre les filles et fils d'Afrique et leurs descendants partout où sont dans le monde pour célébrer leur unicité. La JMCA crée ainsi une nouvelle relation entre eux et devient également une opportunité pour le monde entier de rendre hommage à l'Afrique, berceau de l'humanité. What the